états généraux consacrés à la traduction du poème. Aujourd'hui, la thématique plus précise, c'est traduire l'œil et l'oreille. Cette table ronde réunira Kim Andringa, Michael Batala, Jérôme Gamme et Pierre Pouillet. Elle devait être tempérée par Johan Farber qui a eu un empêchement et François Massu qui dirige la revue Docs a accepté de la diriger à sa place. Je lui cède donc la parole. C'est à toi François, merci. Merci Vincent, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc effectivement, j'ai été pris à la dernière minute pour essayer de tempérer ou pas cette table ronde. Donc comment traduire l'œil et l'oreille, donc plus généralement comment traduire les poésies sonores et visuelles, qui sont des sujets effectivement assez vastes et on va pouvoir en discuter avec nos invités. Je me suis dit tout de suite comment venir à la définition de la traduction. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire. Donc traduire, plusieurs occurrences, formuler dans une autre langue, entre parenthèses, langue cible, ce qu'il était dans la langue de départ, langue source, sans en changer le sens. Autre définition, transposer dans un autre système ce qui était exprimé dans un premier. Autre, transposer dans une autre forme artistique ce qui existait dans une première. Je trouve que c'est plus intéressant. Et puis je suis revenu sur une traduction, enfin sur l'origine du mot traduction, en latin traducere, conduire au-delà, faire passer, traverser, faire passer d'un point à un autre, un mot dans une autre langue, dériver, au-delà, par-delà. Donc je vais commencer avec Michael Batala. Michael, tu es responsable du CIPM de Marseille. Moi, j'ai connu ton travail notamment par ta maison d'édition à Reims qui s'appelle Le Clou dans le Fer. Plusieurs livres m'ont assez inspiré, notamment il y a Skarine, qui était je pense un des premiers, donc poète suédois si je ne m'abuse, qui habite à Berlin, une des grandes de la poésie sonore, également poésie expérimentale au sens plus large. Plus il y a eu le livre de Joël Hugo, effectivement. Pas de Joël Hugo, sur Joël Hugo, Épidémique, de Philippe Boinard, le livre de poésie sonore de Jean-Pierre Bobillot. Donc on est en plein dans le sujet. Et plus tu au CIPM, si je m'abuse, j'avais traduit Giovanni Fontana. Donc pour toi, comment cette poésie visuelle avec l'histoire qu'elle a, des avant-gardes de Dada, de Pierre Albert Biro avec sa revue SIC. Ne me surestime pas, Plus effectivement, comment dans cette continuité des dites avant-gardes as-tu pu voir de ton point de vue, je dirais, de ton prisme, cette traduction, en tout cas, de ces poésies dites hors du livre. Donc comment des poésies qui dites hors du livre reviennent dans le livre. Alors, bonjour, merci François pour cette question, enfin cet ensemble de questions qui est beaucoup trop massif pour moi. Je vais essayer de faire le tri et de répondre sur quelques points qui sont, liés à mon expérience. Alors, une précision déjà quant à la maison d'édition Le Clou dans le Fer et cette collection Expérience poétique que j'ai dirigée pendant une petite dizaine d'années dans cette maison qui était basée effectivement à Reims. Ça n'existe plus, tout ça est clos, mais les livres sont sains et saufs puisque le CIPM les a récupérés et continue de les diffuser, notamment lors des salons. Alors effectivement, l'un des best-sellers de cette maison d'édition a été le livre de Jean-Pierre Bobillot, qui est actuellement en retravail, réécriture et qui, on l'espère, devrait paraître à nouveau dans une édition augmentée prochainement. Ce livre qui a marqué l'histoire de la poésie sonore, au sens où précisément il s'agissait d'une histoire de la poésie sonore, et Jean-Pierre l'avait
Jean-Pierre Bobillot l'a sous-intitulé, si je puis dire, Éléments de typologie historique. C'était un titre relativement humble, c'est-à-dire qu'il s'agissait de tenter de poser une historiographie rigoureuse de la poésie sonore. Alors, il n'est pas dans ce livre explicitement, sinon très à la marge, question de traduction, et on peut se demander pourquoi. Je ne m'étais jamais demandé pourquoi, mais un jour j'ai eu la réponse qui m'est venue d'une circonstance très particulière. Il y a Giovanni Fontana. Giovanni Fontana, très grand poète italien de la génération de Bernard Haitink, vivant toujours aujourd'hui, théoricien et praticien, si je puis dire, praticien de la performance, de la poésie visuelle et des formes scéniques très technologiques que je ne peux pas détailler ici, sinon ça prendrait trop de temps. Mais pour résumer la situation, en 2020, nous avons monté une exposition coproduite avec la Fondation Bonotto en Italie, consacrée à Giovanni Fontana. Et cette exposition consistait en un ensemble de panneaux de poésie visuelle accompagnés d'une bande sonore faite de musique contemporaine et de la voix de Giovanni disant un poème. Et ce poème s'intitule en italien Sento dunque sono, que nous avons traduit par Je sens donc je son. Et il n'existait pas, nous en sommes aperçus 3 jours avant le vernissage, de version française de ce poème. Ce qui posait un problème puisque tout du coup était en italien dans l'exposition qui avait lieu en France à Marseille, et le texte, il était prévu que le texte soit projeté dans l'exposition. Et je dis à Giovanni, mais moi, Giovanni, il n'existe pas de version française. Il me dit, non, Michael, la poésie sonore, ça ne se traduit pas. Et j'ai eu tout de suite l'intuition qu'en fait, il exprimait là quelque chose qui était le point de vue de sa génération. C'était non seulement une thèse, mais c'était aussi le point de vue de sa génération. Effectivement, et c'est tout l'origine du I du CIPM, cette première internationalité des poésies expérimentales, qui est que, effectivement, ça ne se traduit pas, ni le sonore, ni le visuel, parce que c'est dans le symbolique propre aux langues que circule la signification. Et dire, nous allons entreprendre de traduire de la poésie sonore, c'était une nouveauté totale à laquelle Giovanni, dans un premier temps, a résisté. Et en quelques jours, par la sollicitation d'une excellente jeune traductrice, Laura Giuliberti, nous avons réussi non seulement à convaincre Giovanni qu'il fallait traduire, et à produire une traduction totalement inédite d'un poème totalement inimaginable en français quelques jours plus tôt, et qui a donné lieu à cette coédition entre le CIPM et le Dernier Télégramme. Je trouve que je prends un peu de temps pour raconter cette histoire parce que je trouve qu'elle est très significative de à la fois la conception de la traduction dans la génération fondatrice de la poésie sonore, et si ça vient du CIPM, c'est pas pour rien, parce que les expériences de traduction et se confronter à des objets considérés comme extrêmement difficiles, voire impossibles à traduire, eh bien finalement, on invente des méthodes, on invente des pratiques et on y parvient et on obtient des objets qui sont absolument, splendides au résultat. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été long. Non, merci beaucoup. Je vais passer le micro à Kim. Kim, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Michael sur cette traduction de poésie sonore, hein, tu traduis le néerlandais, donc on a effectivement une tradition de poésie sonore et visuelle
alors en langue néerlandaise, soit Belgique ou Pays-Bas. Actuellement, un des grands poètes sonores, c'est notre ami Jacques Blonck. Tu as traduit notamment aussi un poète frison que j'avais rencontré, qui est malheureusement disparu, Djebe Etinga. Donc, quelle est ton approche par rapport à cette vision dans les poètes plutôt belges néerlandais? On avait Paul de Vries, avec toute cette école qui ont travaillé avec nos poètes italiens, avec Sarenko notamment sur l'Ota Poetica. Comment toi tu vois, en tant qu'universitaire et traductrice, ce passage d'une langue totalement différente à cette traduction de poésie sonore? Alors pour commencer, je pense qu'un poète comme Jaap Blonck effectivement ne se traduit pas. Parce que c'est la pure sonorité, c'est presque de la vocalise par moment. C'est un spectacle qui se transpose sans aucune peine d'une langue à l'autre, qui est en dehors des langues finalement. Alors oui, Djebe Etinga, c'est une autre histoire. Donc oui, Djebe était en fait, il faut peut-être le préciser, un poète aveugle qui était obligé lui-même de mémoriser ses poèmes entièrement. Et donc pour lui, vraiment les sonorités et le rythme étaient des béquilles en quelque sorte pour lui permettre de les mémoriser comme ça se faisait au Moyen-Âge, si on veut, à la rigueur, la poésie orale. Et là pour le coup, c'était effectivement très important de conserver cette dimension-là. Mais je pense que c'est un problème assez classique en poésie, surtout quand on traduit la poésie peut-être un peu plus traditionnelle. De s'efforcer de conserver les sonorités, de conserver le rythme. On n'en est pas à compter des pieds et à essayer de faire des rimes riches à tout prix, mais on essaie de conserver quelque chose qui, quand présenté à l'oral, se tient de la même façon, si on veut. Voilà. Mais bon, c'est un peu une platitude en quelque sorte. Peut-être, Jérôme, effectivement, je parlais de cette citation de mes amis d'Akhenaton qui s'occupaient de la revue Doc sur Préalable. Akhenaton, dans sa revue, mentionnait toujours ce chantier ayant été pour nous l'occasion de vérifier encore, entre parenthèses, que les médias ne se remplacent pas, mais s'ajoutent en se spécifiant. Tu as beaucoup publié des livres avec différents médiums, CD, DVD, ton travail, donc je ne sais pas comment le qualifier, intermédia, multimédia, transmédia. Donc comment toi tu vois cette traduction de cette poésie visuelle, poésie sonore dans ton travail? Merci de ta question, merci de l'invitation au marché de cette table ronde sur la traduction entre l'oreille et les yeux. Et je voudrais placer en épigraphe de ce que je pourrais dire sur cette traduction-là quelques mots de Mahmoud Darwish, grand poète palestinien, dans un livre qui s'appelle en français La Terre nous est étroite et autres poèmes, traduit par Elias Sambar et publié chez Gallimard en 2016. Que les poètes s'inquiètent moins de ma langue, et je la nettoierai d'eux et du passé. Je n'ai trouvé d'utilité aux mots, hormis l'envie des mots de changer d'auteur. Et j'ai eu le privilège de lire des traductions que j'avais faites des poèmes de Mahmoud Darwish, de l'anglais au français parce que je ne suis pas arabophone, à ses côtés, devant plusieurs centaines de personnes au début des années 2000. Et avant de parler de la traduction entre les mots et l'oreille et les yeux, j'avais envie de rappeler que la traduction c'est entre les mots et les mots, à travers les corps, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Pour revenir à ta question sur le chantier, oui, les médias s'ajoutent, pour moi ils se compliquent les uns des autres. C'est-à-dire que c'est pas tant traduire une image en mots, ou des sons en mots, ou des mots en sons, c'est traduire la grammaire visuelle, la syntaxe sonore, dans une syntaxe verbale. C'est pas tant extraire d'une image le sens qu'elle aurait pour le donner à voir avec des mots, comme si j'étais en train de craquer une noix ou une noisette ou une amande et en extraire la substantifique moelle. C'est de voir comment ce qu'une image ou du son m'apprend à écrire dans les langues. Autrement dit, la traduction, c'est un travail avant tout de méthode. Et le sens, s'il y en a un, parvient de ce frottage entre méthodes. Les mots ne suffisent pas. C'est ce que m'apprend la traduction avec l'intermédiaire que tu viens d'évoquer. Et comme ils ne suffisent pas, c'est une bonne nouvelle. Ils vont apprendre à faire ce qu'ils font en regardant comment d'autres modes expressifs, sans mots a priori, ou avec des mots mais dits et prononcés de façon différente, peuvent leur apprendre.
Merci. Pierre, vous êtes enseignant, donc par rapport à, je dirais à vos élèves, comment vous voyez ce travail de cette traduction? Alors peut-être pas forcément de poésie expérimentale, mais traduction au sens plus large, et comment vous essayez, je dirais, de faire passer du texte initial à cette traduction en français, la sonorité du langage, le signifiant. Je crois que, en fait, nous commençons tous, quand nous entreprenons une traduction, et en particulier une traduction poétique, nous sommes tous devant un constat d'impossibilité, en fait. Toute entreprise de traduction poétique commence comme un épisode de Mission Impossible. Vous avez Roman Jakobson qui vous appelle et qui vous dit la poésie, par définition, est intraduisible. Alors, on parle aujourd'hui de poésie visuelle et sonore, dont je ne suis pas un spécialiste, sauf à considérer que toute poésie est sonore, que toute poésie est l'unique cordeau des trompettes marines, comme dit Apollinaire. Mais de toute façon, on commence tous devant ce défi de l'impossibilité. Alors, comment on fait pour le surmonter? Je crois qu'il faut concevoir la traduction, et en particulier la traduction de la poésie, comme une mise à l'épreuve du désir. Une mise à l'épreuve du désir de traduire un poème aimé dans sa langue originale, parce que je suis capable de la lire, et de se l'approprier et d'en permettre l'appropriation par un autre lecteur, une autre lectrice. Et cette mise à l'épreuve du désir, c'est à la fois, comme on parle en justice, c'est une probation, c'est-à-dire une tentative de donner la preuve de ce désir pour ce texte étranger. Et puis, c'est la peine qu'on se donne pour satisfaire ce désir, c'est-à-dire le travail qu'il faut fournir, le travail en particulier technique sur la lettre, la chair, le son. Donc il y a le défi, ça c'est la première chose, et nous sommes toutes à égalité devant ce défi, et puis ensuite il y a le bonheur de pouvoir le surmonter par le désir et par un travail qui va passer, on va y revenir, par l'œil et l'oreille. Il me semble que traduire l'œil et l'oreille, c'était un titre qui était peut-être un petit peu difficile à comprendre. Peut-être qu'il manquait une préposition, il faut traduire avec l'œil et avec l'oreille. Et bon, ben là, il va sans doute pouvoir aborder des exemples nombreux sur la manière dont l'œil traduit autant que l'oreille. Voilà ce que je pouvais te dire en guise d'introduction sur ce travail de la traduction poétique, effectivement, qui, dans mon travail d'enseignant et de chercheur, je transmets à des élèves qui sont pas forcément francophones et qui s'entraînent à comprendre comment on transpose, on passe d'une rive à l'autre dans ce voyage qu'est le traduire. Merci. J'ai une question plus générale pour vous tous et toutes. Dans les années 60, on a vu apparaître certaines revues de poésie sonore. Une des premières, c'est la revue OU, 5e saison de notre ami Henri Chopin. Il y a eu donc c'est des revues, pour ceux qui ne connaissent pas, qui avaient un support sonore. Donc à l'époque des vinyles, il y a eu la revue Approche de Julien Blaine et Jean-François Bory. Numéro 4, il y avait un disque souple qui avait été fait avec Jean-Claude Moineau. Il y a eu effectivement la revue de poésie sonore en Italie, Baobab, qui a été créée par Adriano Spatola et Ivano Burani de 78 à 96, qui est une revue de cassettes. Et puis il y a eu aussi une série de vinyles Poesia Sonora Futura de Arrigo Laura Totino. Et il y a quelques années, notre ami Laurent Coé chez Aldante avait sorti notamment tous les livres de Bernard Haitzik avec un CD. Aujourd'hui,
c'est peut-être une impression, je trouve que le son n'est plus retraduit forcément dans les livres, ça a un peu disparu. Donc, quelle est votre vision? Est-ce uniquement une contrainte économique ou est-ce qu'effectivement, voilà, on est arrivé à une autre génération de poètes où le son et la traduction sonore est moins importante? Je pense qu'il y a une réponse, pardon. Non mais enfin, de mon point de vue, il y a une réponse technique très simple, c'est-à-dire le son est en ligne, et donc il n'a plus besoin d'être... je ne sais pas qui a encore ne serait-ce qu'un lecteur de CD, enfin, c'est des formes qui sont... qui ne correspondent plus, non pas qu'elles soient particulièrement obsolètes, mais qui ne correspondent plus aux formes de circulation. Le son est en ligne, et voilà, on publie un QR code, c'est moins cher, et puis chacun écoute quand il veut, et puis voilà. Alors, il y a peut-être ce que Michael vient de dire, que le son est en ligne, mais je ne crois pas qu'il y ait d'un côté l'écriture et d'un autre côté la sonorisation du texte. Je crois, de ce que j'ai perçu de la poésie sonore ou lorsque j'ai fait les livres avec des CD, c'est que le CD n'est pas un ajout comme ça qui tomberait un peu comme les cheveux sur la soupe ou qui serait une espèce de préciosité. Ça fait partie de l'écriture elle-même. Peut-être qu'il y a, comme tu es en train de dire, moins de poésie sonore dans ce sens-là, parce que peut-être que le travail de la langue elle-même, il n'y a pas de poésie sonore sans travail de la langue, me semble-t-il. Autrement dit, si tu veux t'interroger sur la disparition ou la rareté de disques ou de QR code ou que sais-je à côté des livres, c'est peut-être qu'il y a un rapport à la langue et à sa déconstruction, pour le dire vite, ou à sa reconstruction, qui est peut-être moins spontané ou moins immédiat qu'à une autre époque. Et ensuite, je crois que si on a envie de le faire entendre par des QR codes ou ailleurs, on peut. Donc c'est pas tant que la technique, elle est là pour servir. Il n'y avait pas un fétichisme, je crois, du CD lorsque les CD étaient mis. Il y avait une nécessité poétique d'écriture. La poésie sonore, à mon avis, c'est, enfin tel que je la pratique, c'est d'abord un travail de langue et d'écriture. C'est une nécessité de faire entendre quelque chose, parce que le texte est en train de faire quelque chose à la langue qui en passe par son son. Commentaire? Alors je n'ai pas d'idée très articulée là-dessus, mais ce que je me disais, c'est qu'il y a peut-être aussi le rôle du spoken word. C'est le fait que poésie performée ou poésie à écouter, on va dire, aujourd'hui, égale, pour beaucoup de jeunes en tout cas, poésie spoken word. Donc peut-être que la poésie sonore est vécue par certains comme un truc vieux, on va dire. Il y a peut-être ça aussi. Elle serait datée. Oui. Mais ça, je crois que ça veut dire je crois qu'il y a une différence entre poésie oralisée, quel que soit le support, du live ou du support, et poésie sonore. Ou ce que la poésie sonore a pu être dans toutes les références que tu as données depuis les années 60, qui ont un rapport avec l'avant-garde en réalité, un rapport à la forme qui est autonome, qui n'est pas contenu ou qui ne s'épuise pas dans la présence d'un support ou la présence d'un corps sur scène qui dit quelque chose. L'oralisation n'a rien à voir avec ce que la poésie sonore a pu être dans les références que tu as données. C'est un travail d'abord de langue qui finit par devoir en passer par un travail de corps et d'oralisation et de langue. Mais ce n'est pas l'oralisation d'un texte. En ce qui concerne la poésie sonore, puisque c'est dont nous sommes quand même invités à parler, je crois qu'il faut distinguer. Il faut faire des distinctions supplémentaires. C'est-à-dire que vous parliez d'Apollinaire tout à l'heure. Si je prends un poème d'Apollinaire, ou si je prends n'importe quel poème, Apollinaire n'est pas tout à fait avant le son, il est exact contemporain du son. C'est un peu différent, mais prenons un poème d'avant le son. Traduire le poème, c'est traduire le texte du poème. En ce qui concerne la poésie sonore, traduire le poème, ce n'est pas traduire le texte du poème, ou du moins traduire le texte du poème n'est pas traduire le poème. Et c'est à peu près la même chose en ce qui concerne la poésie visuelle. Si bien que pour bon nombre de traductions ou de versions françaises, par exemple des concrétistes brésiliens, les traductions sont en notes. C'est-à-dire qu'on publie le poème
visuel dans sa langue d'origine. Je pense par exemple au Bébé Babé Coca-Cola d'Augusto de Campos. En note, on comprend que le jeu, c'est entre baver et boire. Et on a besoin uniquement de ça pour interpréter l'image visuelle du poème, de simplement comprendre le sens des verbes. Reproduire boire et baver qui pourrait peut-être marcher en français dans la typo futura utilisée, etc., etc. Ça n'a pas véritablement de sens. Si je prends n'importe quel poème partition de Bernard Haitink, dont tu parlais, massivement publié par Laurent Coé chez Aldance, si je traduis dans une autre langue que le français le poème, je n'aurais pas le poème dit par Bernard Haitink sur la scène. Et or, ce qui constitue le poème de la poésie sonore, c'est le poème dit sur la scène par le poème. Et je peux donc opérer cette distinction qui est très intéressante du point de vue conceptuel entre poème et texte du poème. Et je pense que ça c'est très opérant pour comprendre les enjeux de traduction, de poésie sonore et de poésie visuelle. Et je voudrais peut-être, pour polémiquer peut-être un peu ou jouer la contradiction, moi je ne pars pas du tout de l'impossible. Je considère que le point de départ c'est le possible au contraire. Et que c'est dire, bon ben voilà, il est possible, et c'est tout à fait le sens de la discussion avec Giovanni Fontana dont je parlais tout à l'heure. La poésie sonore, ça ne se traduit pas. Sous-entendu, c'est trop compliqué, c'est pas fait pour ça. Mais si, bien sûr, parce que maintenant nous savons le faire, parce que nous avons appris à nous construire la possibilité de traduire ce genre d'objet. Et donc on part du possible. La thèse de départ, c'est possible, et donc ensuite on s'organise pour voir comment. Et s'organiser pour voir comment, ça nécessite justement de faire, je crois, un certain nombre de distinctions conceptuelles, comme par exemple poème et texte du poème en ce qui concerne la poésie sonore. Et donc non, on ne traduira pas le poème, mais on traduira son texte. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, Michael. C'est-à-dire que je ne me soumets pas à Jacobson. C'est-à-dire que malgré ce constat théorique d'une intraductibilité du poème, je pense qu'il est possible, il faut le surmonter. Et que le traduire passe forcément par le faire, et que ce faire cherche sa propre théorie. C'est pour ça que la recherche-création est quelque chose de très intéressant et qui se développe de manière aussi remarquable aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a dit Jérôme, la distinction entre poésie sonore et une poésie qui serait simplement oralisée. La poésie sonore, c'est autre chose. Il me semble que la poésie qui est faite pour la scène, la poésie dramatique, je pense là à un exemple que je vais tirer de Shakespeare, c'est un exemple de poésie qui est plus choralisée, c'est-à-dire qui va devoir passer par non seulement une voix, mais aussi un corps, une circonstance particulière et une tension dramatique. Et en réfléchissant à la table ronde d'aujourd'hui, j'ai repris le prologue de Roméo et Juliette, qui est un poème, qui est un sonnet, qui est dit par un récitant pour nous expliquer quelle est la situation à Vérone. Et le récitant dit la vieille rivalité entre les Montaigu et les Capulet reprend, et nous nous retrouvons donc dans un contexte de guerre intestine où, dit le poète, je traduis en français littéralement avant de vous dire le vers en anglais, le sang des citoyens rend les mains des citoyens malpropres. Where civil blood makes civil hands unclean. Et vous retrouvez devant ce vers que vous lisez chez vous, mais qui est appelé à devenir une chose incarnée sur scène,
Là, les nouveaux supports numériques sont d'une grande aide parce que vous pouvez, en l'espace de quelques minutes, voir 50 versions du prologue de Zeffirelli jusqu'à la dernière production de la troupe du National Theatre de Londres. Et vous vous dites, voilà, ce vers, effectivement, j'ai deux manières de le prendre. Il y a l'œil et il y a l'oreille. Qu'est-ce que nous dit l'oreille? Poum, 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 poum. J'ai 5 battements de cœur très marqués, le pentamètre iambique dans ce qu'il a de plus régulier. Et puis, donc il va falloir le rendre. Comment? Je ne sais pas encore. Jacobson dit, ce n'est pas possible, c'est impossible, il n'y aura qu'une transposition créative qui sera possible. Et puis il y a l'œil qui dit, tiens, Cyril, qu'est-ce que je vais faire de cette répétition? La répétition, c'est aussi un phénomène sonore, surtout quand la poésie est dramatique. Comment est-ce que je vais traduire par des citoyens? Est-ce que je vais garder civil? Est-ce que je vais choisir civique? Et vous cherchez, et vous cherchez, et vous cherchez avec votre oreille, et vous cherchez avec votre œil. Voilà. Donc, je ne suis pas spécialiste de poésie sonore, je le répète, mais il y a comme ça, dans la tradition, c'est vrai qu'à Apollinaire, on est vraiment dans le basculement, et je trouve très... J'aime pas trop la voix d'Apollinaire récitant ses propres poèmes. Il ne l'aimait pas non plus. Ouais, voilà. Ouvrez-moi cette porte, je frappe en pleurant. Mais c'est vrai que il y a une réflexion sur la poésie sonore avant la poésie sonore. Voilà. Mais tu parlais de la traduction, autant que Giovanni, il y a un côté sémantique ou Bernard Haxi, mais des mégapneums de Wallman, des clérismes de Dufresne, ou effectivement les poèmes d'Henri Chopin, c'est intraduisible. Mais parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on traduit? Bien sûr, on traduit, Jérôme l'a dit, on traduit des mots. S'il n'y a plus de mots, si on est sous le mot, je crois que la question de la traduction ne se pose plus. La question de l'interprétation se pose, ce qui est tout à fait différent. Voilà, l'exemple canonique étant l'ours chômage de Schlitters, bon voilà, ça n'a aucun sens de penser la traduire. En revanche, ça a beaucoup de sens de penser l'interpréter. Et même de se poser la question de savoir si je l'interprète depuis la prononciation des consonnes d'une langue ou depuis la prononciation des consonnes d'une autre langue, comment j'adapte ça. Mais on quitte la question de la traduction qui conserve un coefficient sémantique minimal pour passer vers quelque chose qui relève plus de la musique ou du chant ou je ne sais pas comment on disait tout à l'heure, de la vocalisation. Voilà, donc je crois que traduction, ça s'arrête au dernier mot. Après, on passe à autre chose. Jérôme, toi, plusieurs de tes textes ont été traduits dans différentes langues. Comment tu as travaillé avec tes traducteurs? Avant qu'ils soient traduits dans différentes langues, je les ai traduits moi-même du français à l'anglais, que pour pouvoir les retraduire de l'anglais au français. Je voulais que le passage par la langue étrangère les altère eux-mêmes. Autrement dit, dans toute il y aurait deux grosses façons de voir la traduction. Une qui est traduire pour que les gens qui ne parlent pas une langue puissent s'approcher un texte. Une autre façon est, lorsqu'on écrit un soi-même, de traduire des poèmes, les siens ou d'autrui, de manière beaucoup plus opportuniste, beaucoup plus égoïste. Et dans ce sens-là, traduire, c'est écrire. Je suis en train de citer une écrivaine française dont le nom m'échappe, Marguerite Yourcenar, pour ne pas la nommer. Et cette notion-là, c'est quand j'ai fait ça, c'était pour voir comment est-ce qu'une langue étrangère peut assouplir. On traduit toujours une langue, on ne traduit pas un texte. On traduit un texte, évidemment, mais ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose à une langue. Celle dans laquelle le texte source se trouve écrit et qu'on veut aboutir à changer dans le texte ciblé. Après, lorsque d'autres personnes me traduisent, une femme va me traduire en chinois, quelqu'un va me traduire en italien, je ne parle pas la langue, je ne pourrai rien contrôler. Là, il faut faire un acte de confiance et de voir comment le texte ne nous appartient pas. Un des beaux moments de la traduction, lorsqu'on est traduit au sens passif de cette forme-là, c'est qu'on ne contrôle pas ce qui est en train d'avoir lieu.
et on se désapproprie l'autorialité de son texte encore plus. Et c'est un des gestes qui est très, très important aussi. Mais ta question, c'était qu'est-ce que je fais quand je suis traduit? Comment tu revois effectivement, comme tu dis, le texte ne t'appartient plus dans ce cas-là. Ce qui me plaît, c'est que quelque chose que je ne contrôle pas arrive à mon texte. Mon texte n'est pas là pour être ma chose précisément. Et pour revenir à ce que Michael disait, je crois que dans la traduction, ce qui est intéressant, c'est que l'originalité s'estompe. L'état original n'existe plus. Et c'est un des intérêts de la traduction. Évidemment qu'il y a un texte dans une langue dans laquelle le texte fut écrit. Mais lorsqu'on rentre dans la traduction, cet état originel, pour une fois, s'estompe. Et c'est une excellente nouvelle. Sur les poésies sonores, certains auteurs ont pendant très longtemps pas voulu être publiés. Et qui dit traduction dit livre. Hein. Alors on est quand même au marché de la poésie. J'ai comme exemple notre ami Michel Métaille qui pendant 40 ans a fait des publications orales et donc n'a pas du tout été publié jusqu'à il y a quelques années encore chez Laurent, chez Aldante. Comment vous voyez ce choix de poètes qui se disent non, je suis dans l'oralité, je suis dans le visuel aussi, hein, ces publications orales pour Michel Métaille, ceux qui ne la connaissent pas, elle lit des grands rouleaux qu'elle-même elle dessine et sur lesquels elle écrit. Quel est votre point de vue là-dessus, sur cette nécessité ou pas, et notamment dans la traduction d'une autre langue, d'avoir un support papier ou électronique? Là, tu es en train de parler d'un autre truc qui est le rapport à la matérialité, à l'index, au codex et au texte même. C'est peut-être un autre... Ça dérive un peu, oui. C'est peut-être un autre... Ça dépend, mais là je crois qu'il y a la question du performatif. C'est ça, et par rapport à ce qu'on parle de l'œil et de l'oreille, on aurait pu parler du corps également. Oui. Mais ça ouvre encore davantage. Ça ouvre le champ. J'ai envie de revenir un tout petit peu à la discussion précédente et vous soumettre une autre citation que j'ai retrouvée en préparant notre... Cette fois, c'est Jorge Luis Borges, et qui dit, je le cite de mémoire, qu'il aime beaucoup la traduction parce que l'original est toujours infidèle à la traduction. Et c'est ça ce qui est intéressant dans la traduction, y compris dans ces histoires de corps ou d'image. C'est qu'on quitte le fantasme de quelque chose de fixe où le sens serait contenu, ou parce qu'il est corporalisé, ou parce qu'il est autorialisé, ou parce qu'il est dans la langue nationale ou pure. Et c'est pas tant... La perte est un gain en réalité. Le n'être pas et être davantage de manière encore plus intense. Et je crois que tout ce qui est là-dedans, pour revenir à ta question du corps, est là aussi. Après, il peut y avoir un choix de quelqu'un qui n'a pas envie de faire un livre. Ça m'a l'air d'être une autre discussion. Peut-être que la personne que tu cites penserait que le texte, en tant qu'objet imprimé, n'aurait pas d'authenticité ou de véracité tel qu'un corps. Je ne suis pas du tout dans ce cas-là. J'ai aucun problème avec la matérialité du texte. Au contraire, elle me permet de quitter la névrose qu'on peut avoir avec son propre corps. La dernière chose que je fais quand je traduis, quand j'écris ou quand je lis, c'est d'aller chercher la vérité de mon corps ou de je ne sais quelle instance primaire. Michael, quand tu as fait ce livre avec Giovanni, l'idée initiale était quand même d'avoir un support matériel de cette traduction. L'idée était, alors si je vais essayer de le dire le plus précisément possible, je l'ai dit tout à l'heure, le texte, il était prévu que le poème soit projeté dans l'exposition, donc qu'il ait une présence visuelle. Or, on se disait, le projeter en italien, c'est bien, mais puisqu'on est en France, le projeter en français, ce serait mieux. ou pas, mais justement parce qu'on est en France. Mais du coup, on a fait les deux. Mais pour faire les deux, il fallait avoir la version française. Il fallait avoir une traduction française. Donc le point de départ n'était pas un livre. Le livre est venu du constat que la traduction avait produit un poème. Qui avait son autonomie, qui pouvait se séparer justement de la voix de Giovanni, devenir un objet langagier purement visuel, être imprimé et être lu par un lecteur, une lectrice, en silence, dans un livre, etc., et que ça fonctionnait. Mais c'était pas le point de départ. Au départ, l'ambition n'était absolument pas de faire un livre. C'était pouvoir projeter en français dans une exposition un texte dont on n'avait que l'original italien. Et je trouve que ça, c'est une question intéressante. C'est
l'autonomisation de la partition, alors les musiciens diront que ça marche aussi en musique. Quelqu'un qui sait vraiment lire la musique, un vrai musicien lecteur de lecteur, quand il regarde, il entend. Ou en tout cas, il se fait une représentation qui est dans un comme entendu. Aujourd'hui, après le mot d'ordre de mettre la poésie debout, sortir du livre, les recueils énormes de publications des partitions de Bernard Herzig, ça tient comme poème, ça tient comme livre de poème. Ce sont des partitions, ce sont donc d'une certaine façon des archives ou des documents qui ne devraient pas être considérés comme poèmes, mais dont on s'aperçoit bien que ça tient comme poème. Et c'est bien pour ça qu'on peut en faire un livre. Et le retour au livre de ce qui était pensé pour en sortir, c'est une question qui préoccupe beaucoup un éditeur, des éditeurs, mais c'est une question éditoriale majeure, c'est une question théorique, c'est une question critique. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne marche que quand la partition a acquis au fil du temps, que sa bizarrerie est entrée finalement dans les mœurs, si je puis dire, et qu'il peut être perçu en tant que poème, et auquel cas ça fait véritablement un livre. Mais elle a besoin d'un support sonore. Ben, elle peut s'en affranchir, elle peut s'en dispenser. Moi je trouve que, par exemple, ce livre, ben, alors le cas avec Ciarine, alors là c'était un cas tout à fait particulier puisque la conclusion a été qu'il ne fallait pas traduire et donc on a publié le livre tel quel. Alors, la particularité de ce livre c'est qu'il est écrit en 6 ou 7 langues et que c'est de la poésie concrète minimaliste et donc ce ne sont que quelques mots et même quelqu'un qui n'aurait que des souvenirs de 6e en anglais comprendrait tout à fait les passages en anglais. Donc c'est vraiment comment devenir européen, c'est l'Europe pour les nuls, quoi. Comment devenir européen avec quelques mots dans chaque langue. C'est un livre absolument splendide qui n'a nécessité aucune traduction, alors même que la question de le traduire s'est posée. On est arrivé à cette conclusion qu'il ne fallait pas le traduire. Et il s'agit bien de partitions. Sia, quand elle les interprète, Sia d'ailleurs, qui a d'ailleurs obtenu il y a quelques années le prix Bernard Herzig, justement par cohérence de son travail avec la tradition de poésie sonore. Il est évident que quand on la voit sur scène, quand on l'entend et qu'on la voit sur scène, ça prend une toute autre dimension. Mais ça tient aussi dans le livre. Alors, je vais essayer de répondre à la question qui est difficile en revenant au travail du traduire. Le travail du traduire, de toute façon, commence bien en deçà ou au-delà de l'imprimé. Paul Ricoeur dit, pour traduire, il faut partir de l'esprit de la langue et puis redescendre petit à petit, étage par étage, jusqu'au mot et à la lettre. Pourquoi ? Parce que de même que nous essayons de construire du possible contre l'impossible, nous essayons de construire des comparables à travers le traduire et la traduction. Ricoeur dit la traduction va contre le slogan « Oh mais ce n'est pas comparable ». Bien sûr que ce n'est pas comparable. Par exemple, si j'étudie la poésie japonaise, je vais constater très rapidement qu'en japonais, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a en français qui va me permettre de parler de ce qu'il y a en japonais? Et la traduction, c'est la construction de ces comparables bien avant qu'on pense au produit, à la traduction en tant que produit fini, texte imprimé et qui circule pour tous les lecteurs qui veulent se l'approprier. Kim, ton travail avec des poètes vivants, finalement, au-delà de la réception du texte, est-ce que tu leur demandes de t'envoyer la lecture
ce texte pour effectivement essayer de ressentir cette oralité dans cette traduction française? En général, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire parce que de nos jours, on trouve tout sur YouTube. Mais c'est vrai que j'écoute souvent les lectures, les performances, etc. pour avoir une idée de l'oralité du poème, des sonorités, de la façon de lire. Voilà, oui. Et ça a une influence sur ta traduction? Oui, absolument. Oui, oui, bien sûr. Oui. Il y a quelqu'un qui lit comme Apollinaire lit le pont Mirabeau, on ne le traduit pas de la même façon que quelqu'un qui lit de manière plus, on va dire, prosaïque. Voilà, oui. Puis c'est aussi quelque chose qui peut aider à l'interprétation du poème. Bon, évidemment, tout traducteur est un interprète, mais de temps en temps, on a quand même envie de savoir comment l'auteur on revient à la fameuse intention de l'auteur, mais comment il a voulu le faire comprendre. Et donc là encore, l'oralité est un soutien important. Peut-être pour terminer cette table ronde, on parlait de la poésie hors du lit, de la poésie debout. L'objectif quand même, c'est de toucher un public, comme disait Bernard Heitzik, non averti. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette traduction de cette poésie sonore ou de cette poésie visuelle qui est intermédiaire a réussi ou tente de réussir de toucher un public de non-initiés? Et où est-ce qu'on s'est planté? Non, moi je dirais pas. C'est qui ont. Non, c'est pas planté. Oui, ce que nous faisons, ce à quoi nous croyons intéresse les gens. C'est bien pour ça qu'il y a tant de monde ici. C'est bien pour ça que des objets comme le Centre international de poésie peuvent exister à Marseille. Nous, on fait un travail considérable pour justement essayer de montrer, alors, moi je dis pas au public, je dis aux gens, ce qui se passe réellement dans ce qu'on appelle poésie contemporaine. Pour ça, bon, vous savez très bien ce qu'on fait, on organise des rencontres, des expositions. Je salue la présence dans l'audience de Patrick Dorin-Valdois, à qui nous consacrons une grande exposition rétrospective actuellement, et qui est un acteur majeur de la poésie, non pas sonore, mais de la poésie sur scène, de la poésie debout. Les questions de traduction sont d'ailleurs très présentes dans l'exposition, à divers titres. On a organisé aussi une journée d'études à ce sujet. Les traducteurs de Patrick étaient là pour parler des difficultés qu'il y a à traduire une œuvre comme la sienne, dans laquelle l'invention langagière est, on va dire, maximale. Donc ce travail, on le fait, on continue de le faire. Le public s'y intéresse quand on prend la peine de l'expliquer, quand on prend la peine d'essayer d'inventer les catégories qui permettent de comprendre, qui permettent d'y comprendre quelque chose. Et puis, quand on arrive à construire une forme d'approche critique et généreuse de ce qui se joue réellement dans ce monde ultra créatif qu'on appelle poésie. Et dire aujourd'hui poésie sonore, je ne sais pas si ça a encore du sens, mais en tout cas dire il y a une séquence qui s'intitule poésie sonore dans l'histoire récente de la poésie, et cette séquence elle n'est pas encore totalement pensée, et on n'a pas inventé tous les concepts qui permettent de la penser clairement, on n'a pas non plus tiré tous les bénéfices qu'elle nous apporte aujourd'hui. Ça oui, je suis d'accord. Après, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse, je crois que assez peu de gens finalement le font, dire je suis poète sonore au sens où Heitzik ou Chopin le disaient. Ça n'est plus du tout, ça a bougé considérablement. Voilà, et j'essaie d'imaginer une conclusion sur la traduction. Bah oui, tiens, il y a un bel objet de traduction là, qui est devant moi. Numéro double 28-29 de la revue Gnoc, qui s'intitule bizarrement Grèce et Lada, enfin qui s'intitule Grèce et Lada et qui bizarrement
n'est pas représenté sur le marché de la poésie cette année, sinon sur le stand du CIPM, où je vous invite à venir le consulter, éventuellement l'acheter, rencontrer les traducteurs et les auteurs qui y ont participé, qui pour certains d'entre eux sont là, et c'est un objet incontournable pour qui s'intéresse à la poésie grecque contemporaine. Voilà, merci. Moi, j'ignorais que Bernard parlait de non-initiés, de la poésie pour les non-initiés. Et il faudrait se débrouiller, je ne sais pas comment, pour qu'il y ait à la fois cet accueil de corps, de personnes, d'oreilles, qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui existe, sans jamais les enfermer dans une catégorie, ni d'initiés, ni de non-initiés, ni d'initiés à moitié, il ne faudrait pas qu'il y ait d'épithètes. Et enfin, se démerder, je ne sais pas trop comment, pour faire un accueil, mais partir du principe, enfin c'est ce que j'ai toujours fait, de l'égalité des intelligences, de l'égalité des sensibilités, des capacités à écouter, des capacités à se démerder avec ce qu'on a en face de soi, d'aimer, de ne pas aimer, ça regarde les gens, et certainement pas dire qu'il faut qu'ils soient comme ci, comme ça, qu'on va les aider à devenir ci ou ça ou ça. Après, chacun passe son chemin, partir du principe que les gens qui sont en face de moi, leurs oreilles et leurs yeux, sont aussi compétents que les miens, et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Peut-être que ces gens-là, ils ont besoin qu'on leur ouvre les yeux et les oreilles un petit peu. Parce que là, je pense à mes étudiants, j'enseigne aussi. Et je vois que, bon, ils ne sont pas lecteurs de poésie. À peu près sans exception, ils ne lisent pas, ils ne lisent surtout pas de poésie. Et ils ont du mal à percevoir les mots comme autre chose qu'une suite de lettres à laquelle se rattache une définition comme celle qui est piochée dans le dictionnaire pour la traduction. Et ils ont du mal à voir le mot comme un objet sonore, justement un objet visuel, un objet qui puisse être autre chose qu'un porteur de sens. Et donc tu parlais de travail, je pense que là effectivement il y a du travail à faire. Oui. Quand je travaille, j'imagine toujours le lecteur, la lectrice. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jérôme, non initié ou initié, averti ou non averti, en tout cas consentant, consentante. Devant les deux versions, voilà, ça implique bien sûr que ce lecteur, cette lectrice connaisse un peu la langue d'origine. Et pour moi, l'idéal, ce serait d'amener ce lecteur, cette lectrice, à refaire le travail de traduction, c'est-à-dire à trouver une sorte de tierce version, de tiers texte, entre l'original et ma traduction, à comprendre le passage de l'un à l'autre, et à trouver pour soi-même, c'est-à-dire à faire ce travail de retraduction et de désir dont je parlais, d'épreuve du désir dont je parlais au début, qui assure non pas la validation de ma version, mais au contraire la création d'une autre version. Voilà. Là, on n'a pas le temps de parler de retraduction. C'est super bien dit ce que vous venez de dire. C'est vraiment l'utopie qui est celle que je partage aussi. C'est exactement ce que vous venez de créer du désir d'un espace tiers qui est celui de la lectrice et du lecteur. Je trouve que c'est très bien dit. Je peux encore ajouter un point qui me vient là ça rejoint le point de départ. Quand je disais Giovanni en disant la poésie sonore ça ne traduit pas, exprime le point de vue d'une génération. Mais le point de vue d'une génération, le point de vue de cette génération, c'était aussi de dire on assume une internationalité non traduite parce qu'elle nous permet de nous approcher encore plus près, l'étrangeté nous permet de nous approcher encore plus près de la planète de l'autre. Et il y avait aussi de dire, bon ben voilà, les formes naissent, elles naissent dans des couleurs et dans des langues. Et finalement, n'est-il pas aussi nourrissant, instructif, de tendre l'oreille à la langue étrangère en la laissant dans son état d'étrangeté, plutôt que finalement tenter de lui donner une version qui sera non satisfaisante, parce que dans le feu de l'action qui était l'internationalisation des avant-gardes, on n'a pas le temps. On a le temps de s'écouter. On a le temps de se questionner, on a le temps de s'organiser, on a le temps de se dire, bon, voilà, on ne comprend pas tout, mais on le fait quand même. Mais en fait, on n'a pas le temps de se traduire. Et je crois que la traduction, c'est aussi
une manière de comprendre ce qui s'est passé quand eux n'avaient pas le temps de traduire. Et ça, sur la poésie sonore, ça me paraît être un enjeu assez intéressant. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vos conclusions, chacune et chacun, et sur effectivement, à titre personnel, sur Dox, la revue Oui, bien sûr. qu'on retrouve, donc revue internationale de poésie expérimentale, donc toutes ces poésies sonores, visuelles, concrètes, numériques, qu'on oublie souvent, vidéo poème, on a fait ce choix effectivement de garder la langue d'origine et de ne pas traduire, ce qui est effectivement ce que tu mentionnes là. Donc de laisser le lecteur finalement acteur, effectivement comme un regardeur en tout cas pour ces différentes possibilités, ces différentes portes. Merci à tous et à toutes. Juste pour une petite conclusion, j'ai une question de Patrick Berard-Valdois qui servira un peu de... Enfin, vos réponses serviront de conclusion à cette rencontre, si vous le voulez bien. Bon, Patrick l'a invité sur scène, c'est ça? Patrick, Une coulisse. tu peux... Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, comme ça sera plus simple. Oui, en effet, la poésie sonore était manifestement internationale, contre le nationalisme, donc contre la langue du pays identifié comme le lieu de la cristallisation des tensions politiques. Donc, il ne s'agissait pas de se traduire, il s'agissait de s'écouter dans la langue de l'autre. Donc, du coup, effectivement, pour chaque auteur, de trouver des outils élémentaires, c'est le terme qu'ils utilisaient, se basant à ce propos sur la peinture concrète, la peinture aux éléments simples, pour que, effectivement, ce soit accessible d'abord aux collègues avec lesquels on partageait un séminaire ou un symposium, et puis ensuite au-delà du public. On est dans toute autre chose. Il n'y a qu'à voir les résultats européens pour voir que la question de la langue est d'abord nationale, n'est-ce pas? L'Europe nationale, je veux dire. Voilà, merci de tout ce que vous avez dit. C'est tout à fait passionnant et je partage ces points de vue. Je trouve que Kim n'a pas assez parlé. Et j'ai rien à dire sur le sujet, moi. Merci Bien. Vincent, merci pour l'invitation. Merci à tous. Dans quelques instants, le temps de réaménager la scène.